Voilà, dans cette contribution, je souhaiterais évoquer le travail bénévole, volontaire. Et ça m'a paru intéressant d'évoquer ce travail invisible. C'est un travail invisible par le fait que, pour les autres, que nous avons, comme pour le travail domestique, il n'y a pas de rémunération. Il y a des statistiques, mais elles sont difficiles. Alors, j'ai trouvé pas mal d'études statistiques. C'est un sujet qui a l'air d'intéresser beaucoup de monde. Je vais en présenter quelques-unes, mais je n'aurai pas le temps d'aller dans le détail. Ce qui me paraît intéressant pour notre colloque, c'est qu'il y a un débat sur l'opportunité de ce travail bénévole. Et on trouve... Voilà, j'ai indiqué quelques titres ici. Par exemple, on trouve un travail récent d'une sociologue, Maud Simonet, « Travail gratuit, la nouvelle exploitation ». On a l'impression, dans un certain type de littérature, on s'aperçoit qu'il y a une critique de ce travail bénévole, comme si, en fait, le travail bénévole venait boucher des trous qui ne devraient pas exister. Et donc, on dira, ben voilà, c'est des formes rudimentaires, sans protection sociale, des formes de travail qui ne devraient pas exister. Il y a eu un colloque à Nanterre en avril 2018 sur ce thème, enjeux scientifiques et politiques du travail domestique. Alors ça, c'est sur le travail domestique. D'autres travaux, ceux de Delphine Roy de l'INSEE. Et alors, ce qui est un peu gênant dans tous ces travaux, c'est qu'on met dans le même panier le travail domestique, le travail bénévole dans les associations, et puis d'autres types d'activités humaines non rémunérées, comme par exemple le blogueur qui vient renseigner un site internet gratuitement, mais qui aussi profite des informations qui sont disponibles. Et puis, on a tendance à assimiler aussi à tout ce travail gratuit le travail qu'on demande aux consommateurs. Vous savez, les caisses automatiques, par exemple. Donc, le consommateur va contribuer à évaluer lui-même sa consommation. Ou bien dans les banques, quand on vous demande de remplir vous-même un bordereau ou bien d'utiliser une machine. Donc, ce qui est gênant, c'est que cette espèce d'amalgame n'aide pas à la réflexion scientifique et crée un espèce de flou que je voudrais essayer de dissiper. Au contraire, c'est dans un autre esprit que la doctrine sociale de l'Église comprend le travail humain. Et là, je rejoins tout à fait ce que disait Pierre de Lauzun tout à l'heure. Ce qui manque, évidemment, c'est ce trait d'union entre la belle réflexion de la doctrine sociale de l'Église sur le travail. Il y a quelque chose de beau dans le travail. Il y a une œuvre, une création. On a parlé de contemplation hier. Ce qui manque, c'est le trait d'union entre cette réflexion sur la beauté du travail humain, cette contribution, et puis le travail qui n'est pas justement salarié, qui n'est pas comptabilisé, qui est invisible, qui est caché. Alors on a déjà évoqué ce matin le travail domestique, donc je ne vais pas en parler, je vais parler surtout du travail bénévole volontaire. Donc après un état de la question, ce sera mon premier paragraphe pour parler de l'importance et de l'enjeu de ce type d'activité. Je développerai dans un deuxième paragraphe ces éléments de cette dimension subjective du travail, la prise en compte de la dimension subjective du travail. Et dans un troisième point, je voudrais évoquer le travail dans sa dimension sociale et transcendante. Alors, premier point, état de la question.
Alors l'enjeu ici de ma contribution est modeste. Je pars du constat d'une ignorance assez générale des apports de la doctrine sociale de l'Église, même ceux du pape François dans Laudato Si, pourtant qui est une encyclique qui avait battu les records de diffusion. On semble jeter sur le travail bénévole un regard extrêmement critique qui ne tient pas en compte cette dimension subjective du travail sur laquelle je vais revenir. Alors que le bénévolat représente une réalité considérable, une étude récente, mais là encore, excusez-moi, j'avais prévu de montrer des graphiques et des tableaux, mais bon, j'ai supprimé tout ça parce que je n'ai pas le temps. Une étude parue en 2018, menée par le Centre de recherche sur les associations, a établi des tendances dans le cas de la France, en évaluant à 22 millions le nombre de personnes qui participent à des activités bénévoles, comme membres ou pas de l'association, ce qui représenterait au total plus d'1 300 000 emplois à temps plein, ce qui est énorme. Alors, sur la confusion sur ces questions, donc, il faut opérer des distinctions à cause des confusions qui existent, notamment dans les ouvrages, les articles grand public. On a l'air de confondre toutes ces formes d'activités humaines qui ne sont pas rémunérées, comme si elles étaient finalement aliénantes, dans la mesure où elles sont une exploitation de la générosité du public, en quelque sorte. Or, nous avons, alors, grâce à cette matinée, on a pu distinguer assez clairement et donner les définitions du travail domestique, qui est bien différent de ces activités bénévoles dans le domaine associatif, par exemple. Consacrer du temps gratuitement pour soutenir une association ou une paroisse ou un mouvement hors du foyer constitue une activité particulière. C'est un acte volontaire pour soutenir une œuvre, un idéal. Ça correspond bien effectivement à un travail gratuit et invisible sur le plan de la comptabilité nationale. Donc c'est de cela dont je voudrais parler. Je ne redonne pas toutes les définitions qui ont été vues tout à l'heure au sujet du travail domestique. Je vais écarter de mes propos tout ce qui concerne les blogueurs qui renseignent par les réseaux sociaux ou bien qui s'impliquent dans des dictionnaires ou des encyclopédies bénévolement. Vous savez qu'il y a eu des affaires en justice aux États-Unis, l'affaire du Huffington Post, où on s'est aperçu que le Huffington Post, c'est une base de données générale d'informations qui est informée, si vous voulez, par les blogueurs gratuitement, sans rémunération. Et ça diffuse de la publicité. Finalement, ils ont généré des bénéfices considérables, si bien qu'un certain nombre de personnes ont porté plainte en disant « mais ces bénéfices, après tout, c'est nous qui les méritons, puisque nous avons renseigné le site ». Donc il y a eu toute une affaire. Et justement, ça tend à discréditer un peu et à discréditer ce genre de travail bénévole que j'aimerais quand même distinguer du travail bénévole du bénévolat dans une association ou un mouvement. Bon, ça c'est la production domestique. Le débat sur l'aliénation et l'étrange spectre de 1919, puisque nous célébrons l'anniversaire de l'Organisation internationale du travail, 1919-2019. En réalité, toutes ces discussions récentes, souvent polémiques sur le travail gratuit, reposent sur un présupposé, c'est que ce travail est en quelque sorte usurpé ou confisqué par ceux plus puissants qui tirent parti de la générosité d'autrui. Et donc on considère là qu'il y a une exploitation de la vertu, en quelque sorte, une industrie du don. Il semble qu'on retrouverait comme un étrange retour en arrière cette crainte après la révolution d'octobre
cette crainte que voulaient éviter justement les artisans de l'OIT, qu'une certaine conception du travail comme aliénation pourrait s'imposer et s'universaliser. Et justement, l'une des tâches de l'Organisation internationale du travail, c'était aussi de réfléchir sur la contribution de l'homme à la société, sur la grandeur du travail humain, etc. Deuxième point, la prise en compte de la dimension subjective du travail. À mon avis, le principal défaut des études que j'ai citées plus haut réside dans le fait que l'on matérialise le travail. On ne voit dans le travail que la chose faite, la chose ou le service produit. Une marchandise a été produite, mais la valeur de cette marchandise n'a pas été distribuée. Le bénévole dans une association rend un service, il met à disposition d'autrui un service, une compétence. Mais si l'on s'arrête là, on néglige complètement une autre dimension du travail, justement cette dimension subjective. C'est-à-dire subjective, ça veut dire par rapport au sujet, c'est-à-dire en quoi le travail me perfectionne moi-même, enfin, est un chemin de croissance, de développement, le learning by doing. Donc c'est une réflexion de type anthropologique qui dépasse la question la matérialité du travail accompli. Alors, le travail comme tâche, je travaille dans cette dimension, est pensé par l'enseignement social chrétien comme un chemin de croissance. L'homme, je cite, donc c'est ce que vous projetez, l'homme ne transforme pas seulement les choses et la société, il apprend, développe ses capacités, l'homme se parfait lui-même, il sort de lui-même et se dépasse. Jean-Paul II va jusqu'à dire que dans la Bible, le commandement de dominer la terre a davantage rapport avec la dimension subjective, c'est-à-dire le sujet, l'homme lui-même, qu'avec la dimension objective du travail. Le but du travail, dit-il, de tout travail exécuté par l'homme, fût-ce le plus humble service, le travail le plus monotone, selon l'échelle commune d'évaluation, voire le plus marginalisant, reste toujours l'homme lui-même. C'est ce que je me dis quand je corrige des copies, parce que quand on est enseignant, 90% du travail est monotone. Il y a une grande part du travail finalement qui est répétitive et ennuyeuse, et ce n'est pas vrai seulement pour l'enseignement, c'est vrai pour beaucoup des tâches que nous accomplissons au quotidien. Alors évidemment, cette doctrine, elle est critiquée parfois parce qu'on va dire, oui, mais on a parlé du burn-out, on a parlé aussi des aspects sombres du travail, des difficultés du travail. Cette doctrine n'affirme absolument pas que le travail est facile, qu'il est toujours épanouissant et qu'on va toujours au travail avec un grand sourire, avec joie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'ombre, aucune limite à ce processus de croissance. L'activité humaine est bien sûr détériorée par les mauvaises tendances de l'homme, les conditions de travail, l'arrivisme, la compétition agressive. Ces dimensions pèsent gravement, douloureusement dans le monde du travail. Mais ce qu'on veut dire ici, c'est qu'il n'y a pas lieu de voir d'abord dans le monde du travail un lieu de tourments, de péché, de souffrance. Ils sont présents dans tous les domaines de la vie sociale. Quand on s'intéresse au travail bénévole, donc, il me semble que, même si le lien n'est pas explicitement fait dans la doctrine sociale de l'Église, il me semble que le travail bénévole a aussi cette qualité, enfin, ouvre des perspectives de croissance, de développement humain, qu'il y ait un salaire ou qu'il n'y ait pas de salaire. Le travail, explique Jean-Paul II, est un bien de l'homme, dit-il, un bien de son humanité, car par le travail, non seulement l'homme transforme la nature en l'adaptant à ses propres besoins, mais encore il se réalise lui-même comme homme, et même, en un certain sens, il devient plus homme.
combien de temps 5 minutes, parfait. Donc cette croissance de la personne par et dans le travail se fait dans toutes ses dimensions, évidemment physique, intellectuelle, mais aussi la dimension spirituelle que je vais évoquer tout à l'heure. Parce qu'il y a une certaine unité dans l'homme. On pourrait dire que quelqu'un qui n'agit pas ne va pas dans le sens de son intégration, de son unité personnelle. Notre vie est décousue. Souvent décousue. On le voit bien pour ceux qui ont un agenda électronique, on met des couleurs, vous savez, sur toutes les activités, ça fait une espèce d'arlequin à la fin, parce qu'on va mettre du bleu pour certaines activités, du rouge, du vert. Finalement, qu'est-ce qui fait l'unité ? C'est finalement le don de notre personne, le don de soi-même que l'on met dans toutes ces activités. Le pape François reprend cette tradition dans son encyclique Laudato Si. J'ai oublié de montrer une autre citation de Benoît XVI, qui affirme que l'homme est constitutivement tendu vers l'être davantage. C'est-à-dire, il est dans une dimension de croissance, on pourrait dire ici métaphysique, l'être. Voilà ce que dit le pape François. Au conditionnel, le travail devrait être le lieu de ce développement personnel multiple où plusieurs dimensions de la vie sont en jeu, la créativité, la projection vers l'avenir, le développement des capacités, la mise en pratique de valeurs, la communication avec les autres, une attitude d'adoration. Dans le travail bénévole en milieu associatif, il y a aussi cette satisfaction de travailler pour une œuvre généralement une œuvre gratifiante, une œuvre sociale ou bien une œuvre d'évangélisation ou une œuvre qui permet de contribuer à un idéal qui évidemment soutient l'effort que l'on y met. J'ai trouvé aussi une citation d'un père de l'Église, Grégoire de Nice, qui dit que l'homme s'engendre lui-même, il est père de son propre être, il construit l'ordre social. On peut penser aussi à Aristote quand il parle du joueur de cithare qui se perfectionne parce qu'il joue. Alors j'en arrive au troisième et dernier point, le travail dans sa dimension sociale et transcendante. On a parlé de la mère de famille. Véronique a parlé de la mère de famille qui, évidemment, qui se place volontairement dans l'amour qu'elle va mettre dans l'éducation de ses enfants sur un chemin qui est bien sûr un chemin de sainteté, mais aussi un chemin d'unité intérieure. Alors, dans cette dimension sociale et transcendante, il y a d'abord une dimension sociale, puisque c'est toujours en lien avec quelqu'un d'autre, un utilisateur. Dans le domaine associatif ou dans le domaine des mouvements, eh bien, ça va être par exemple pour l'éducation ou pour une œuvre particulière, pour un secours de personnes pauvres. C'est un chemin d'humanité. C'est un chemin d'humanité. Alors bien sûr, on pourrait mettre quelques nuances ici. On pourrait dire, oui, mais n'importe quelle œuvre sociale n'est pas forcément un chemin d'humanité. Évidemment, il faudrait exclure tout ce qui est illégal, violent ou prohibé par la loi. On m'avait fait l'objection une fois en me disant, oui, mais si on vend des produits prohibés, bon, effectivement, dans ce cas-là, on pourrait discuter. Merci. Si l'homme se perfectionne, il devient aussi capable dans son foyer, tout autant que dans son milieu professionnel ou associatif, de suggérer des propositions, de voir des choses qu'il n'aurait pas vues auparavant, puisque ça élargit le champ social, devenir capable de propositions, inventif, créatif, c'est une chose évidemment essentielle.
J'avais une citation. Voilà, le chrétien est appelé à travailler non seulement pour se procurer du pain, mais aussi par sollicitude envers le prochain plus pauvre, auquel le Seigneur commande de donner à manger, à boire, des vêtements, un accueil, des soins et une compagnie. Les pères de l'Église ne considèrent jamais le travail comme un opus servile, une œuvre servile, comme le considérait en revanche la culture de leur époque, de la culture grecque, mais toujours comme un opus humanum, une œuvre humaine et humanisante, et ils tendent à en honorer toutes les expressions. Alors, dernier point, la dimension transcendante. En fait, on pourrait dire le premier opérateur d'un travail invisible, l'auteur du travail invisible par excellence, c'est Dieu. Par sa providence, par son plan de salut qui reste toujours caché, le travailleur invisible, c'est Dieu. C'est un travail aussi qui nous implique aussi dans des tâches plus ou moins visibles. Par exemple, je pense à l'Évangile, quand tu fais l'aumône, ne te donne pas en spectacle, que ta main gauche ignore ce que donne ta main droite. Voilà une œuvre invisible. C'est prescrit par l'Évangile. Ça nous fait ressembler à Dieu qui travaille, qui œuvre de manière invisible. J'ai trouvé cette citation, et je vais terminer par là, de Gaudium et Spes, du Concile Vatican II, que le monde s'imprègne de l'esprit du Christ et atteigne plus efficacement sa fin dans la justice, la charité et la paix, par leur compétence dans les disciplines profanes et par leur activité, que la grâce du Christ élève au-dedans, qu'ils s'appliquent de toute leur force à obtenir que les biens créés soient cultivés selon les fins du Créateur et l'illumination de son Verbe, grâce au travail de l'homme, à la technique et à la culture de la cité. Voilà, je vous remercie de votre attention.